Au lieu de la gratitude, Étienne ne reçut qu'un crachat à ses pieds. Sale sans queue, l'homme bête qui venait de grogner ces mots recula, se fondant dans la foule qui le dévisageait d'un air mêlant peur et haine. Ce regard était plus douloureux que la douleur fantôme de son coccyx désormais inexistant. Juste devant lui, l'enfant qu'il venait de ramener du seuil de la mort, Léo, le fils du chef de clan, respirait calmement dans son sommeil, sa forte fièvre ayant baissé. Un miracle selon eux, une application basique de la thermodynamique et de l'hygiène selon lui. Pourquoi avoir sauvé une vie qui plus est celle du fils du dirigeant menait-il à une telle hostilité? La question le tourmentait aussi vaine que sa tentative de leur expliquer l'existence des bactéries. Ici, la logique n'avait aucune valeur. La science était de la sorcellerie. Et lui, un étranger dans le corps d'un renard sans queue, incarnait tout ce qui était mauvais. Cette queue qu'il n'avait pas définissait ironiquement tout son être. Quelle était donc son importance? Quel secret sur le pouvoir de ce clan détenait-elle pour que son absence fasse de lui un paria? Il jeta un coup d'œil à ses mains, des doigts d'ingénieur chimiste habitués à manipuler des molécules invisibles. Maintenant, elles étaient couvertes de poussière et de crasse. Il pouvait créer des explosifs à partir de guano, de chauve-souris et de soufre. Il pouvait raffiner des métaux, créer des antibiotiques, à partir de moisissures, bâtir une civilisation à partir de rien. Mais tout ce savoir était devenu un crime impardonnable. Quelle barrière invisible l'en empêchait, c'était l'ignorance, un mur plus solide que l'acier. Son action, d'il y a une demi-heure, ressemblait maintenant à un aveu. Il avait crié réclamant du feu et une marmite. Il avait fait bouillir de l'eau de source, un acte qui, à leurs yeux, mettait en colère les esprits de l'eau. Il avait utilisé cette eau maudite pour laver Léo, pour le forcer à boire. Pourquoi un simple geste visant à réhydrater et à faire baisser la fièvre, un principe de premier secours des plus élémentaires, était-il considéré comme de la magie noire? Le silence de la foule fut soudainement rompu. Ils s'écartèrent non par peur, but par déférence. Une jeune femme s'avança, Chloé. Elle ressemblait à une flamme vivante de sa chevelure rousse flamboyante à l'aura arrogante qui émanait de chacun de ses pas. Ses yeux ambrés balayèrent sur son petit frère endormi sur le sol sans la moindre inquiétude, puis se posèrent sur Étienne froid comme la glace. « Toi, commença-t-elle, sa voix claire mais pleine d'épines, qu'est-ce que tu crois que tu fabriques ?»« Je l'ai sauvé, répondit Étienne, s'efforçant de ne pas laisser sa voix trembler. Chloé laissa échapper un rire bref et méprisant. « Le sauver, tu appelles cette immonde sorcellerie que tu viens de pratiquer, sauver quelqu'un ?» Elle pointa du doigt la marmite d'eau encore tiède. « Tu as fait bouillir l'eau, tuant la vie qu'elle contenait. Tu as violemment expulsé l'esprit de la forêt profonde du corps de Léo. Sais-tu seulement ce que tu as fait l'étranger ?» Chacune de ces paroles visait à l'accabler. Elle n'était pas stupide, loin de là. Elle savait comment manipuler la superstition de la foule. Une autre question germa dans l'esprit d'Étienne. Croyait-elle réellement à ces choses ou ne faisait-elle que les exploiter? « Je n'ai pas utilisé de magie, dit Étienne en détachant chaque mot. C'est de la connaissance. » De la connaissance, ricana Chloé. La connaissance d'un être imparfait, d'un être qui ne peut même pas garder sa propre queue. Quelle valeur peut avoir une telle connaissance si ce n'est porter malheur? Elle se tourna vers la foule, sa voix maintenant forte et éloquente, telle une oratrice née. « Vous voyez tous, je vous avais prévenu, depuis le jour où ce sans-queue est apparu, le gibier se fait plus rare, les maladies plus nombreuses. Il est la source de tous nos maux, et maintenant, il ose s'en prendre au sang même du chef de clan. Il veut s'emparer de l'âme de Léo, faire de mon frère une marionnette sans âme comme lui. » Les paroles de Chloé étaient une condamnation à mort enveloppée dans un voile de sollicitude. La foule rugit son approbation. Ils avaient trouvé un bouc émissaire pour toute leur misère. Étienne sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il regarda Élodie, la femme qui s'occupait de Léo, celle qui un instant plus tôt le regardait avec gratitude. Maintenant, elle se recroquevillait sous le regard de Chloé, baissant précipitamment la tête, n'osant même plus le regarder. La loyauté ne coûtait pas cher en ces lieux. Étienne serra le poing. Il pourrait saisir une pierre tranchante, se jeter sur Chloé et en finir avec elle avant que quiconque puisse réagir. Mais après, il serait mis en pièces par toute la tribu. La violence n'était pas la solution, du moins pas pour l'instant. Quel est ton but? Chloé s'approcha baissant la voix pour que lui seul entende son souffle chaud sur son visage. Que veux-tu de cette tribu? La survie, répondit honnêtement Étienne. Alors tu t'es trompé d'endroit? Se tourne pas. Elle recula, redressa la tête, prête à rendre son propre verdict. Mais elle n'en eut pas l'occasion. Une silhouette haute et imposante apparut en silence, le chef de clan. Sa présence dégageait une pression invisible qui fit taire tous les sons. Il ne regarda ni Chloé ni la foule. Son regard profond était fixé uniquement sur Étienne. Ce n'était pas le regard d'un père pour celui qui a sauvé son fils. C'était le regard d'un chasseur évaluant une proie étrange. Étienne se redressa. C'était sa dernière chance. Il devait faire comprendre à cet homme... comprendre à cet homme. « Chef, commença-t-il, votre fils souffrait d'une forte fièvre due à une infection. Je n'ai fait que l'aider à se refroidir et à se réhydrater. C'est de la médecine, pas de la... » Silence. La voix du chef n'était pas forte, but elle avait un poids qui étrangla les mots d'Étienne dans sa gorge.
Il s'approcha, se pencha pour regarder Léo. Un doigt calleux toucha doucement le front de l'enfant. Il ne dit rien, mais une lueur d'émotion complexe traversa ses yeux si rapide que personne ne put la déceler. Chloé s'avança. « Père, tu dois le punir, il a utilisé la sorcellerie. » « Et j'ai dit ça suffit », l'interrompit le chef, une irritation non dissimulée dans la voix cette fois. Il se redressa, tournant le dos à son fils endormi, et fit face à Étienne. Toute la vallée semblait retenir son souffle dans l'attente. Étienne s'attendait à une question, un interrogatoire, même une accusation. Mais le chef ne fit rien de tout cela. Il fixait simplement le dos d'Étienne, l'endroit vide sous la peau de bête, là où aurait dû se trouver une queue de renard, douce et fière. Après un silence suffocant, il parla chaque mot clair et froid comme le gel de l'hiver. La tribu ne nourrit pas les inutiles. Un verdict sans aucun rapport avec ce qui venait de se passer, mais qui était le coup de poignard le plus fatal. Le chef tourna le dos à Étienne, regardant vers la forêt dense où les ombres s'allongeaient avec le coucher du soleil. « Demain, déclara-t-il à l'intention de tous sa voix résonnant dans le campement vide, si tu ne chasses aucune proie, tu seras exilé. » La sentence finale était tombée, pas pour sorcellerie, pas pour avoir nui à son fils, mais simplement parce qu'il était inutile. Être exilé dans cette forêt grouillante de bêtes féroces, avec son corps frêle et sans les compétences de chasseur d'un homme moderne, n'était rien de moins qu'une condamnation à mort exécutée lentement. Étienne sentit sa poitrine comme écrasée par une pierre. Il regarda Chloé et vit un sourire triomphant naître sur ses lèvres. Il regarda la foule, vit la satisfaction dans leurs yeux. Il avait sauvé la vie de leur héritier et sa récompense était un aller simple vers la mort. C'était ridicule, d'une absurdité absolue. Le piège s'était refermé, parfait et impitoyable. La mort était juste là, froide et certaine comme la forêt dense qui avalait les derniers rayons du soleil. Exilé. Les mots du chef flottaient encore dans l'air, un verdict sans appel. Les ricanements de la foule commencèrent à s'élever, menés par le sourire victorieux de Chloé. Elle s'approcha, une jubilation non dissimulée sur le visage. « Tu as bien entendu le sang que », elle murmura sa voix douce comme du miel empoisonné. « Tu entres dans la forêt de ton propre chef ou on te jette dedans. Choisis. » L'esprit d'Étienne tourbillonnait. Chassé, lui un ingénieur habitué au graphique et aux formules chimiques, comment pouvait-il rivaliser avec des hommes bêtes, nés pour la traque? C'était un jeu qu'il était destiné à perdre. Il ne pouvait pas gagner avec leurs règles. Alors il fallait changer les règles du jeu. Son regard balaya rapidement la foule. Il ne cherchait pas la pitié, il cherchait d'une faiblesse. Et il la trouva. Sur le bras de l'homme qui venait de lui cracher dessus, sur le cou d'une femme, sur les mains des enfants, des plaques de peau rougie qui peuvent être parfois suintantes, une dermatite de contact ou la gale propagée par des conditions d'hygiène déplorables. Un problème simple, un problème qu'il pouvait résoudre. Au moment où Chloé s'apprêtait à tourner les talons pour savourer sa victoire, Étienne prit la parole, sa voix claire et sonore coupant court au brouhaha. « Attendez. » Tout le monde se tourna vers lui surpris. Chloé fronça les sourcils. « Que veux-tu dire de plus condamné à mort ?» Étienne releva la tête, regardant droit dans les yeux du chef, ignorant complètement sa fille. « Chef, vous dites que la tribu ne nourrit pas les inutiles. Et si je prouve que je ne suis pas un inutile ?» Le chef plissa les yeux. « Comment ?» Étienne pointa du doigt l'homme bête de tout à l'heure. Les maladies de peau. Elles vous démangent, vous incommodent, affaiblissent vos chasseurs et empêchent vos enfants de bien dormir. Votre guérisseur peut-il les soigner? Le silence s'installa. C'était une question rhétorique. Si le guérisseur avait pu les soigner, la maladie ne se serait pas propagée ainsi. « Je peux que la guérir », déclara Étienne. « La guérir complètement, pour tout le monde. » Une vague de murmures se propagea. Chloé éclata de rire, cette fois un vrai rire. « Toi, le sang-queue, tu ne peux même pas soigner ton propre dos, tu comptes utiliser cette eau bouillie immonde pour guérir les gens. » Exactement, répondit Étienne nonchalamment, ce qui coupa le rire de Chloé. Il se tourna vers elle, le regard acéré. « Je parie avec toi, Chloé, un autre pari. » L'attention de tous se concentra sur eux deux. Pourquoi était-il si confiant? Quel était son plan? Chloé croisa les bras, un air amusé dans les yeux. « Encore un pari, qu'as-tu à parier? Ta vie n'a déjà plus aucune valeur. »« Je parie cette vie même, dit Étienne. Dans 3 jours, je créerai quelque chose qui pourra guérir cette maladie. Si j'échoue, vous n'aurez pas besoin de m'exiler. Prenez ma vie ici même. Mais, il s'arrêta, la regardant droit dans les yeux. Si je gagne, tu deviendras mon esclave. Pour 1 mois. Le campement entier resta silencieux. Esclave, il osait demander à la fille du chef de devenir son esclave, ce sans-queue était vraiment fou. Chloé fut stupéfaite une seconde, puis son beau visage vira au rouge de colère. « Comment oses-tu » ? « Quoi donc » ricana Étienne. « Tu as peur qu'un inutile puisse faire ce que toute ta tribu est incapable de faire. » La provocation était trop efficace. Chloé serra les dents. « D'accord, je parie avec toi, persuasant témoin. » Elle se tourna vers le chef. Il avait observé toute la scène, le visage impassible. Étienne remarqua pendant un bref instant une étrange lueur briller dans ses yeux. Une hésitation ou autre chose. « D'accord, » répondit le chef d'une voix égale. 3 jours, tout le monde est témoin. Le pari était scellé. Étienne s'était acheté 3 jours de sursis.
Le premier jour, Étienne devint de la risée de toute la tribu. Il ne fit rien de spectaculaire. Il se mit à ramasser ce qu'il considérait comme des déchets, le surplus de graisse animale qu'il jetait après chaque repas et les cendres des feux éteints. Ha ha, regardez, le grand sorcier fouille les ordures. Il compte utiliser de la graisse et des cendres pour soigner les gens ou pour se salir encore plus. Chloé, assise sur un gros rocher, l'observait avec un demi-sourire entouré de ses laquais. Il se moquait, lui lançait de petites mottes de terre. Étienne ignora tout. Il avait besoin de la potasse, des cendres et des acides gras de la graisse. La saponification. Une des premières réactions chimiques découvertes par l'humanité, et quelle ironie que ce soit maintenant sa bouée de sauvetage. Il avait besoin d'une grande marmite et d'un feu constant. Il fit fondre la graisse rance, filtrant les impuretés. Il mélangea les cendres à l'eau, récupérant la solution alcaline concentrée. Le processus dégageait une odeur épouvantable, faisant reculer même les plus curieux. Le mélange pâteux dans la marmite ressemblait plus à une boue infernale qu'à un remède. Étienne travailla sans relâche. La nuit tomba, et tandis que tout le monde dormait, il restait assis près du feu, remuant la grande marmite. Son corps hurlait de fatigue, mais son esprit était étrangement lucide. Il était dans son laboratoire. Un laboratoire rudimentaire sale, mais un laboratoire quand même. Il était un scientifique. Et il n'échouerait pas. 3 jours plus tard, Étienne présenta le fruit de son travail à toute la tribu. Ce n'était pas une potion magique scintillante. C'était juste un gros bloc d'un brun terne dur et d'aspect très laid qu'il avait découpé en plusieurs petits pains. Chloé s'approcha en prit un pour l'examiner, le visage plein de dégoût. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bloc de graisse figé, tu comptes soigner les gens avec ça le sang que ton temps est écoulé. La foule commença à murmurer son approbation. Comment cette chose pouvait-elle être un remède miracle? Étienne ne dit rien. Il se dirigea vers le ruisseau, appela Élodie, la femme qui s'était occupée de Léo. « Viens ici ». Élodie hésita, mais le regard suppliant d'Étienne l'empêcha de refuser. Il lui tendit un pain de savon. Mouille la zone de peau malade, puis frotte ceci dessus. Sous les yeux de tous, Élodie s'exécuta. Quand le pain de savon rencontra l'eau, une fine mousse blanche apparut soudainement. Étienne lui fit signe de frotter doucement. « Ah » laissa échapper doucement Élodie. « Quoi » demanda immédiatement Chloé, la voix pleine d'attente. « Ça te fait mal ?»« Non » Élodie leva la tête, les yeux pleins de stupeur. « Ça ne me démange plus. » Une simple phrase, mais qui pesait plus lourd que de l'or. Ça ne démange plus. La démangeaison persistante qui les tourmentait depuis des mois avait disparu après une seule utilisation. Étienne distribua le savon aux autres. Un par un, ils essayèrent et obtinrent tous le même résultat. Le scepticisme sur leur visage disparut progressivement, remplacé par une joie et une stupéfaction extrême. Mais la plus grande confirmation restait à venir. De la plus grande hutte, le guérisseur de la tribu sortit. C'était un vieil homme maigre, au visage toujours empreint de solennité. Mais aujourd'hui, cette solennité ne pouvait cacher les plaques de peau rouges et ulcérées sur ses 2 bras. Il était le plus sévèrement touché par la maladie. Le guérisseur se dirigea droit vers Étienne sans un mot, tendant simplement la main. Étienne comprit et plaça un pain de savon dans sa paume. Sous les yeux de tous, le guérisseur descendit tranquillement au ruisseau et commença à se laver les mains. La mousse blanche recouvrit la peau ulcérée. Son visage, habituellement crispé par la douleur, se détendit, remplacé par un soulagement non dissimulé. Il releva la tête, lança à Étienne un regard profond, puis se tourna vers le chef et hocha légèrement la tête. Un geste simple, mais qui mettait fin au pari, et qui mettait aussi fin au monopole du guérisseur sur le pouvoir de soigner. C'est à ce moment-là qu'un des proches du chef murmura à l'oreille d'un autre, mais assez fort pour qu'Étienne l'entende. Pas étonnant que le chef ait accepté. Ça fait 1 mois que le guérisseur n'arrive pas à se soigner lui-même, le chef était mort d'inquiétude. Étienne comprit soudain. Le chef avait accepté le pari, non pas pour faire plaisir à Chloé. Il pariait sur un dernier espoir, un pari désespéré. Et Étienne l'avait aidé à gagner. Tous les regards se tournèrent alors vers Chloé. Elle était figée sur place, le visage passant du blanc au vert. Son sourire suffisant avait disparu, ne laissant que la stupéfaction et une humiliation cuisante. Elle avait perdu publiquement, perdu devant toute la tribu, perdu face au sans-queue qu'elle méprisait le plus. Selon les règles, elle était maintenant son esclave. Elle serra les dents, les poings serrés à s'en blanchir les jointures. Sa fierté l'empêchait de s'enfuir. Lentement, pas à pas, elle se dirigea vers Étienne, chaque pas semblant peser une tonne. Le campement était silencieux, attendant de voir quel ordre Étienne allait lui donner. Chloé s'arrêta devant, Étienne baissa la tête, sa voix sortant à travers ses dents serrées. « Maître, veuillez me donner vos ordres. » Étienne la regarda, vit le tremblement de colère dans ses épaules. Il pouvait se venger, l'humilier. Mais à quoi bon? Il avait besoin d'une alliée, pas d'une ennemie qui le haïrait jusqu'à la moelle. Il avait besoin de construire, pas de détruire. Il ne la regarda plus. Il se tourna vers un coin du campement où se trouvait un tas de raisins sauvages, jetés beaucoup d'entre eux écrasés et commençant à fermenter. Il prit la parole, sa voix calme mais claire, résonnant pour que tous l'entendent. « Mon esclave, ta première tâche, aide-moi à transformer ce tas d'ordures en quelque chose que même le chef de clan se disputerait. » Le campement plongea dans un silence incroyable. Tous les regards passèrent du tas de fruits pourris à Étienne, puis à Chloé.
Transformer des ordures en quelque chose que le chef de clan se disputerait, ce n'était pas un ordre. C'était une insulte déguisée en une énigme absurde. Le visage de Chloé se crispa, elle aurait préféré qu'on lui ordonne de nettoyer les excréments des bêtes d'élevage plutôt que de participer à cette farce. Grogna-t-elle, tu te moques de moi. Un maître ne se moque jamais de son esclave, répondit froidement Étienne, savourant chaque seconde de ce moment. Ou peut-être préfères-tu que ta première tâche soit de laver les vêtements de tous les hommes de la tribu? Je pense que je peux arranger ça. La menace eut un effet immédiat. Chloé grinça des dents, ses yeux ambrés, semblant cracher du feu. Que veux-tu que je fasse de ce tas d'ordures? Ramasse-les, ordonna Étienne. Toutes, sans en laisser une seule même si elle est complètement écrasée. Ensuite, lave-les soigneusement. Sous les regards stupéfaits de tous Chloé, la princesse arrogante du clan des renards dut se pencher pour ramasser des grappes de raisins sauvages couvertes de terre. Elle travaillait avec une colère non dissimulée, jetant brutalement les grappes dans de grands paniers. Étienne ne dit rien, observant simplement les bras croisés. Il avait besoin de cette colère, il la transformerait en énergie. Une fois tout ramassé, Étienne désigna un grand tonneau en bois vide. « Mets tout là-dedans !» Puis il se tourna vers Chloé, un sourire mystérieux aux lèvres. « Maintenant, enlève tes chaussures. »« Quoi ?» hurla Chloé. « Tu m'as bien entendu, dit Étienne. Ta mission est de les écraser. » L'humiliation atteignit son paroxysme. Elle est la fille du chef, obligée de piétiner pieds nus un tas de fruits pourris. Elle regarda Étienne, puis son père, mais le chef observait en silence, sans intention d'intervenir. Un pari est un pari. Les lois de la tribu devaient être respectées. Avec un grognement sourd, Chloé sauta dans le tonneau. La sensation visqueuse et froide des raisins éclatant sous ses pieds la fit frissonner de dégoût. Elle commença à piétiner d'abord à contre-cœur, mais sa colère refoulée trouva un exutoire. Elle piétina plus fort, plus vite, comme si elle déversait toute sa haine sur le tas de raisins, en imaginant que c'était le visage d'Étienne. Étienne sourit. Parfait. Il expliqua de la manière la plus simple possible. À l'intérieur de ces fruits, et aussi dans l'air, il y a de très petites créatures invisibles à l'œil nu. On les appelle des levures. Elles mangent le sucre du jus de fruits et ce qu'elles rejettent, c'est de la magie liquide. Que des bêtises, marmonna Chloé, mais elle continua de piétiner. Au moins cela l'aidait à évacuer sa colère. Une fois que tout fut transformé en un mélange pâteux, Étienne leur fit filtrer le jus, le verser dans de grandes jarres en céramique et sceller l'ouverture avec de la peau de bête et de l'argile. « Et maintenant ?» demanda Chloé, couverte de jus de raisin violet. « Maintenant on attend, répondit Étienne. La magie a besoin de temps. » Les jours suivants, le coin du campement d'Étienne devint un sujet de conversation inépuisable. Les jarres en céramique étaient placées dans un endroit chaud et personne n'était autorisé à s'approcher. Chloé, en tant qu'esclave, devint naturellement la gardienne. Elle n'avait plus son air hautain habituel, remplacé par une humeur maussade et irritable. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Elle commença à observer. Elle vit Étienne vérifier méticuleusement la température de chaque jarre. Elle l'entendit marmonner des mots étranges sur le processus de fermentation et la concentration d'alcool. Il n'avait pas l'air de plaisanter, il était sérieux. Une semaine passa. Un matin, une odeur étrange commença à se répandre des jarres. Ce n'était pas l'odeur de fruits pourris, mais un arôme capiteux doux et légèrement enivrant. Elle obligeait ceux qui passaient à s'arrêter et à prendre une profonde inspiration. Que se passait-il à l'intérieur de ces jarres ? Étienne sut que le moment était venu. Il appela le chef et les notables de la tribu. Chloé se tenait à côté, le cœur rempli de scepticisme, mais aussi d'une curiosité inexplicable. Il déboucha soigneusement une des jarres. Un arôme encore plus intense s'en échappa comme un coup au cou de poing invisible à l'odorat de tous. C'était sublime. Étienne inclina la jarre, versant un liquide d'un rouge sombre aussi clair qu'un rubis dans un bol en bois. Il tendit le premier bol au chef, un geste de respect. « Je vous prie de goûter le fruit du travail de l'esclave que vous m'avez accordé. » Le chef regarda le bol, puis Étienne, puis Chloé. Il prit le bol, hésita une seconde, puis but une petite gorgée. Tout le monde retint son souffle. Les yeux du chef s'écarquillèrent. Il était stupéfait. Une chaleur agréable se répandit de sa gorge à son estomac, apportant une sensation de bien-être et d'euphorie qu'il n'avait jamais connue. Le goût sucré du fruit, la légère amertume de la peau et la saveur enivrante de la magie liquide se mariaient à la perfection. C'était meilleur que n'importe quel jus de fruits qu'il ait jamais bu. Il but une autre gorgée, puis une autre jusqu'à vider le bol. Il regarda Étienne, son regard n'était plus froid, mais rempli d'une admiration non dissimulée. « Comment s'appelle cette chose ?» « On appelle ça du vin, répondit Étienne. C'était le signal d'une fête. Le vin fut servi à tous. Les rires, les acclamations fusèrent. La morosité habituelle de la tribu semblait effacée par ce liquide rouge. Ils burent, ils dansèrent, ils chantèrent. Étienne ne participa pas. Il observait simplement et il vit que Chloé observait aussi. Elle ne buvait pas. Elle regardait simplement les visages joyeux des gens regardaient son père qui arborait un rare sourire franc. Elle regardait ceux qui l'avaient méprisé, qui se passaient maintenant la magie qu'elle avait elle-même contribué à créer. « Tu vois, dit doucement Étienne à côté d'elle, ce ne sont pas des ordures, c'est une nouvelle monnaie, une nouvelle arme. »
Chloé se tourna vers lui. Pour la première fois, il n'y avait pas de mépris dans son regard, seulement de la confusion et une émotion qu'elle ne comprenait pas elle-même. À partir de ce jour, la cave du renard fut créée. Étienne confia toute la gestion à Chloé. Tu es celle qui en comprend le mieux la valeur, dit-il. Elle, de princesse paresseuse, devint soudainement une petite patronne. Son arrogance se transforma en compétence de gestion. Elle distribuait avec rigueur, organisait des équipes pour récolter plus de raisins sauvages et commença même à envisager d'échanger du vin contre d'autres biens avec les tribus voisines. Elle se rendit compte qu'elle aimait cette sensation, la sensation d'être respectée pour ce qu'elle produisait. Un jour, un marchand étranger, enveloppé dans une cape qui le dissimulait entièrement, arriva au campement. Il ne ressemblait à aucun marchand qu'ils avaient jamais rencontré. Il ne parlait pas beaucoup, observant en silence leur processus de vinification. Il goûta le vin et ses yeux sous le capuchon brillèrent dans l'intérieur d'une lueur étrange. « Je veux acheter tout le vin que vous avez », dit l'homme d'une voix rauque. Chloé, devenue une négociatrice avisée, croisa les bras. « À quel prix ?» L'homme ne dit rien, posant simplement un lourd sac en cuir. À l'intérieur, il n'y avait ni viande séchée, ni peau de bête, mais des herbes médicinales rares, ce qui ne poussait que dans la forêt toxique, et quelques minéraux scintillants, dégageant une légère énergie magique. Pourquoi payait-il un prix si élevé ? Que savait-il qu'ils ignoraient ? Chloé regarda Étienne qui hocha discrètement la tête. Elle accepta l'échange. Pendant la transaction, elle remarqua avec finesse une plume de corbeau d'un noir de jet tombée de la cape du marchand. Après son départ, Étienne murmura « C'est un homme de Morgane ». « La sorcière du clan des corbeaux ?» s'étonna Chloé. « Pourquoi est-ce qu'elle… » Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Un corps de panique retentit depuis la tour de guet à l'entrée du village. Tout le monde se retourna surpris. Un groupe de chasseurs les plus forts de la tribu entrait en titubant. Leurs vêtements étaient en lambeaux, leurs corps couverts de blessures. Mais ce n'étaient pas des morsures de bêtes sauvages, c'étaient des entailles d'armes. Le capitaine, un grand homme renard, s'effondra devant le chef. Le sang jaillissait d'une profonde blessure à sa poitrine. « Le clan des loups !» haleta-t-il. « C'est le clan des loups. Ils ne chassaient pas, c'étaient des éclaireurs. Ils explorent nos frontières. » La fête était terminée, la joie avait disparu, remplacée par un silence de mort. La chaleur du vin ne pouvait dissiper le froid glacial de la guerre qui approchait. La panique est un poison qui se propage plus vite que le vin. L'atmosphère festive de la tribu des renards fut impitoyablement éteinte, remplacée par une peur tangible qui s'infiltrait dans chaque hutte, hantait chaque visage. Les chasseurs blessés gémissaient leurs plaies, commençaient à enfler et à suppurer. Les remèdes traditionnels, cataplasmes de feuilles poudre d'herbe, se révélaient totalement inefficaces. Étienne observa un chasseur se tordre de fièvre à cause d'une infection et il sut qu'il ne pouvait plus attendre. Le vin pouvait apporter la joie, mais il ne pouvait pas arrêter une hache. Le savon pouvait les garder propres, mais il ne pouvait pas repousser une armée organisée. Il lui fallait une arme d'une puissance supérieure. Il lui fallait de la poudre à canon. Et pour cela, il lui fallait deux choses, du salpêtre et du soufre. Il pouvait extraire le salpêtre des grottes à chauve-souris, mais le soufre était différent. On ne le trouvait que dans les zones d'activité géothermique. « La forêt toxique !» lui dit un vieux chasseur d'une voix terrifiée quand Étienne l'interrogea. « C'est le seul endroit où l'on trouve la pierre de feu. Mais personne n'ose s'en approcher. L'air même y est mortel. »« C'est… » »« Pourquoi ?» demanda Étienne. « Parce que c'est le domaine de Morgane » murmura le chasseur, comme si le simple fait de prononcer son nom était un tabou. La sorcière du clan des corbeaux, celle qui parle au poison et pactise avec les ombres. Chloé le trouva alors qu'il préparait un petit sac en cuir. Elle croisa les bras, lui barrant le passage, ses yeux ambrés, le scrutant d'un air suspicieux. « Quelle nouvelle folie t'apprêtes-tu à commettre ?»« Je vais chercher des ingrédients », répondit sèchement Étienne. « Dans la forêt toxique ?» Sa voix monta d'un cran. « Espèce de fou, tu veux mourir, même mon père doit garder ses distances avec cette sorcière. Ce n'est pas un vieux renard que tu peux duper avec quelques paris. » Étienne fut surpris par l'inquiétude dans sa voix, bien que masquée par son attitude hautaine habituelle. « Je n'ai pas le choix, Chloé. Le clan des loups ne nous laissera pas le temps de faire pousser des vignes. » Il se faufila devant elle. « Si je ne suis pas de retour d'ici un jour, considère que j'ai perdu le dernier pari. » Chloé resta figée, regardant son dos s'éloigner un sentiment d'angoisse qu'elle n'avait jamais ressenti, montant en elle. Plus il s'approchait de la forêt toxique, plus l'air devenait différent. Les arbres se tordaient, leur écorce arborant des couleurs étranges. Pas de chants d'oiseaux, pas de bruit d'insectes, seulement un silence de mort suffocant. Étienne sentit la concentration d'un certain composé gazeux dans l'air suffisant pour lui assécher la gorge. Il trouva ce qu'il cherchait près d'un petit ruisseau où l'eau avait une couleur jaune trouble et dégageait l'odeur caractéristique d'œufs pourris de l'hydrogène sulfuré. Les roches environnantes étaient couvertes d'une fine couche de soufre jaune vif. Le voilà. Alors qu'il se penchait pour prendre un morceau de roche, une voix glaciale retentit juste derrière lui. « Ce que tu cherches ne t'appartient pas, petit renard. » Étienne se redressa d'un bond. À quelques pas de lui se tenait une femme. Elle portait une tenue noire tissée de milliers de plumes de corbeaux, la faisant se fondre dans l'obscurité sous les arbres. Ses yeux étaient d'un noir de jet perçant et intelligent. C'était Morgane. « Je ne suis pas venu pour voler, » dit Étienne, levant lentement les mains. « Je veux faire un échange. »
Morgane esquissa un sourire en coin. Un échange, qu'as-tu à m'échanger? Tes quelques bouteilles de vin bon marché. Elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Étienne réalisa soudain qu'il n'y avait probablement rien dans cette vallée que cette femme ignorait. J'ai la connaissance, dit-il sans détour. Morgane éclata de rire, un rire léger mais plein d'ironie. La connaissance? J'ai vécu 3 générations de vos chefs de clan. Penses-tu que la connaissance immature d'un renard sans queue est quelque chose qui puisse m'intéresser? Elle s'approcha. Étienne ne recula pas. Il resta immobile, l'analysant comme un sujet d'étude, et c'est là qu'il le vit. Sur la main droite de Morgane, une tache noire s'étendait. Cela ressemblait à une brûlure, une corrosion qui détruisait lentement sa peau. Morgane sembla remarquer son regard et retira précipitamment sa main sous sa cape. Une réaction inconsciente, un signe de faiblesse. La chose sur votre main, dit Étienne d'une voix assurée. C'est une toxine à base d'acide. Elle ronge vos cellules. Les cataplasmes magiques n'auront aucun effet, ils ne feront que ralentir un peu le processus. Et l'ironie sur le visage de Morgane se figea, remplacée par une stupéfaction non dissimulée. Comment sais-tu ça? Je n'ai pas besoin de savoir, j'analyse, répondit Étienne. Depuis combien de temps êtes-vous infecté? Morgane resta silencieuse. Son silence était sa réponse. Étienne n'attendit pas. Il posa calmement son sac, en sortit un morceau de roche blanche. Du calcaire, il l'écrasa en une fine poudre sur une grande feuille, y ajouta un peu d'eau du ruisseau et mélangea le tout en une pâte. Il tendit la feuille à Morgane. « Ce n'est pas de la magie, dit-il. C'est de la chimie, une réaction de neutralisation. Acide contre base. Un ennemi naturel, ça ne guérira pas complètement, mais ça arrêtera la corrosion immédiatement. » Morgane fixa la poudre blanche sur la feuille, puis le visage calme d'Étienne. Elle, une sorcière puissante, était impuissante face à une blessure sur son propre corps. Et ce renard sans queue venait de créer un antidote avec une simple pierre et un peu d'eau sale. C'était absurde. Mais la douleur sur sa main était bien réelle. Elle tendit sa main blessée. La peau était devenue noire, semblant sur le point de se nécroser. Avec une dernière hésitation, elle prit le mélange pâteux et l'appliqua sur la blessure. Un léger sifflement se fit entendre. La sensation de brûlure qui la tourmentait depuis des semaines s'apaisa soudainement, remplacée par une sensation de fraîcheur. Elle baissa les yeux et vit que la tache noire avait cessé de s'étendre. La victoire d'Étienne ne fut pas une grande explosion, mais un silence stupéfait. « Entre », dit finalement Morgane, sa voix n'ayant plus son ton condescendant, seulement de la curiosité et un soupçon de respect. Elle le conduisit plus profondément à l'intérieur, jusqu'à une grotte cachée derrière un mur de lianes. À l'intérieur, ce n'était pas un repère humide, mais un véritable laboratoire avec des centaines d'herbes suspendues, des chaudrons bouillonnants et des étagères remplies de vieux parchemins. « Cette blessure ?» demanda Étienne. « Où l'avez-vous contractée ?»« D'un arbre », répondit Morgane d'une voix grave. Elle pointa du doigt l'extérieur. Toute cette forêt n'est pas devenue toxique naturellement. Elle est en train de mourir. Elle est envahie par une chose appelée le dépérissement. Elle regarda Étienne droit dans les yeux. Et ce n'est pas une maladie naturelle, c'est une arme, un produit dérivé des rituels de magie noire du clan des loups dans ces montagnes. Ils empoisonnent toute la région. Étienne était abasourdi. Ce n'était donc pas une simple guerre de territoire, c'était une guerre biochimique à un niveau magique. « Je t'ai observé, petit renard, » continua Morgane. « Depuis le jour où tu as créé le savon, je t'ai vu altérer la matière d'une manière que la magie ne peut pas reproduire. J'ai besoin de cette connaissance. » Elle s'avança faisant une offre. « Je te donnerai tout le soufre et le salpêtre que tu veux. Je te donnerai des herbes qui peuvent décupler la puissance de tes explosifs. En échange, tu dois m'aider à créer une chose, un composé, une arme chimique qui peut combattre ce dépérissement à la racine. » Et ça, c'était sa seule option. Pour obtenir le pouvoir de protéger la tribu, il devait accepter une alliance avec une force dangereuse et imprévisible. « J'accepte », répondit Étienne sans hésiter. Il rassembla les ingrédients dont il avait besoin. Alors qu'il était à l'entrée de la grotte, Morgane le rappela. « Tu dois comprendre, petit renard, ce que Gaspard est en train de créer n'est pas seulement fait pour tuer. » Elle marqua une pause. « C'est aussi pour nourrir quelque chose. » Étienne retourna à la tribu des renards, non pas comme un paria, mais comme un sauveur porteur de dons, promettant à la fois la vie et la mort. Le lourd sac sur son épaule contenait l'espoir de toute une communauté au bord de la guerre. Chloé fut la première à le voir. Elle était restée au bord du campement toute la matinée. Quand elle vit la silhouette familière d'Étienne émerger de la brume, un sentiment de soulagement qu'elle ne voulait pas admettre la traversa, vite remplacé par son air maussade habituel. « Te voilà enfin de retour », elle croisa les bras. « Je pensais que cette vieille sorcière t'avait gardée pour en faire une de ses expériences. »« C'est ce qu'elle a fait, » répondit Étienne avec un léger sourire. « Et voici le résultat. » Il n'expliqua rien de plus. Il se dirigea directement vers un terrain vague qu'il avait fait nettoyer, loin des huttes. Il broya finement le soufre, le salpêtre et le charbon de bois selon un ratio précis, 75% de salpêtre, 15% de charbon, 10% de soufre. La poudre noire classique.
Chloé observait la curiosité l'emportant sur l'arrogance. Qu'est-ce que c'est une nouvelle sorte d'épice ou un remède? Passez les deux à la fois, dit Étienne. Ça peut guérir notre plus grande maladie, la faiblesse. Juste un déchet. Il prit une petite quantité du mélange, l'enveloppa dans une grande feuille et la scella. Il plaça le petit paquet sur un rocher à plusieurs dizaines de mètres. La foule curieuse s'était rassemblée à distance. Ils ne savaient pas ce qu'il faisait, mais après le savon et le vin, personne n'osait plus le sous-estimer. Reculez tous, ordonna Étienne. Il créa une petite traînée de poudre jusqu'au paquet. Il jeta un coup d'œil à Chloé, prête à voir un vrai miracle. Il n'attendit pas de réponse. Il frappa le silex. Une étincelle jaillit. Un petit serpent de feu crépitant fila à une vitesse terrifiante vers le rocher. Et puis, boum! Une explosion assourdissante secoua toute la vallée. C'était le rugissement d'une destruction pure, bref, mais incroyablement puissant. Le gros rocher vola en éclats. Une épaisse fumée blanche à l'odeur âcre de soufre enveloppa la zone. Toute la tribu était pétrifiée. Les enfants criaient. Les adultes étaient bouche bée incrédules. Chloé, à côté d'Étienne, sentit l'onde de choc frapper sa poitrine, le sol tremblait sous ses pieds. Elle regarda le nuage de poussière, puis le visage impassible d'Étienne. Le mépris, le doute, la confusion, tout avait disparu. Dans ses yeux ambrés, il ne restait qu'une seule chose, la crainte respectueuse. Cette poudre noire n'était pas une arme, c'était le pouvoir d'un dieu. Maintenant, dit Étienne brisant le silence, nous pouvons commencer à parler de défense. La nouvelle de l'explosion fracassante de la tribu des renards se répandit plus vite qu'un feu de forêt, arrivant aussi aux oreilles de leurs ennemis. Quelques jours plus tard, un des informateurs de Chloé, un renard rusé nommé Luc, vint la trouver en secret. « Patronne, dit-il, j'ai une nouvelle, très importante. C'est à propos du clan des loups. Je l'ai appris d'un marchand de peau. Gaspard n'agit pas seul. Il a un conseiller, quelqu'un que même le clan des loups craint. Il l'appelle le sorcier gris. » Le sorcier gris. Chloé fronça les sourcils. Oui, on dit qu'il a été exilé il y a des années pour des recherches magiques trop cruelles. Il est obsédé par la fusion de la magie avec des êtres vivants. Le marchand a dit que Gaspard n'est qu'une marionnette et que le sorcier gris est celui qui tire les ficelles. Cette information fut comme une douche froide. Leur ennemi n'était pas seulement une bande de guerriers, mais aussi un savant fou de la magie. Chloé rapporta la nouvelle à Étienne. Il resta silencieux, reliant les faits, l'avertissement de Morgane, le dépérissement, et maintenant ce sorcier. Une image terrifiante se dessinait. Mais ils n'eurent pas le temps de réfléchir. L'après-midi même, un corps long, arrogant et provocateur retentit. Une troupe de loups, une cinquantaine, était apparue à la lisière de la forêt. Ils ne se cachaient pas. À leur tête se trouvait Gaspard, un géant balafré. Toute la tribu des renards sortit, Étienne et Chloé se tenaient au premier rang. Gaspard ne dit rien, mais deux de ses soldats traînèrent une cage en bois. Le cœur de Chloé sembla s'arrêter. À l'intérieur ligoté et bâillonné se trouvait Léo, son petit frère. « Chloé !» Le cri muet du garçon était visible dans ses yeux terrifiés. « Merde !» rugit Chloé, mais Étienne lui attrapa fermement le bras. « Calme-toi, il veut que tu perdes ton sang-froid. » Gaspard observa la scène avec amusement. Il leva une main. « Tribu des renards, je ne suis pas venu pour parlementer. » Il pointa Étienne. « Livrez-moi ce sang-queue et toute la poudre noire qu'il a créée. » Il s'arrêta, puis termina son offre, où le cœur de cet enfant servira d'offrande au dieu loup à la prochaine pleine lune. Le silence s'abattit, le choix semblait évident. « Père !» Chloé se retourna paniquée. « Tu ne peux pas, nous devons sauver Léo. » Le chef ne répondit pas. Son visage était de pierre, mais sa main serrait son sceptre. Il luttait. Livrer Étienne pourrait sauver son fils, mais cela signifiait aussi livrer leur seule arme, leur avenir. « Gaspard !» s'écria soudain Étienne, sa voix étrangement calme. « Tu veux ma peau et ma poudre, d'accord, mais un enfant ne suffit pas. Libère tous nos chasseurs que tu as capturés. Une vie contre plusieurs. Ce serait plus juste. » Gaspard plissa les yeux, l'offre était alléchante. Les chasseurs n'étaient qu'un fardeau, Étienne et sa poudre étaient le vrai butin. « D'accord, rugit Gaspard. Je vous donne jusqu'à demain soir. Au coucher du soleil, je veux voir le sang-queue et toute sa poudre noire à la lisière de la forêt. Sinon, vous pourrez venir ramasser le cadavre. » Sur ce, la troupe de loups recula emportant la cage et les pleurs silencieux de Léo. À peine étaient-ils partis que le chaos éclata. « Nous devons le livrer !» cria un ancien. « La vie du jeune maître est plus importante. » « Et après ?» rétorqua un jeune chasseur. « Ils prendront la poudre et reviendront nous massacrer. »« Silence tous !» hurla Chloé, sa voix pleine d'autorité. « Se disputer ne sauvera personne. » Elle se tourna vers Étienne. « Tu as un plan, n'est-ce pas? Tu as gagné du temps. »« C'est exact, » confirma Étienne. « Une attaque frontale serait un suicide. Nous n'avons qu'une seule option, un raid nocturne. » Dans la hutte du chef, une réunion d'urgence eut lieu. Seules 4 personnes, le chef Chloé Étienne et le guérisseur. « Impossible, dit le chef. Leur odorat est 10 fois plus développé que le nôtre, ils vous sentiront à des kilomètres. »
Alors nous devons les empêcher de sentir, dit Étienne. Il posa sur la table des sphères d'argile, du charbon et de la poudre de magnésium. Bombes fumigènes pour paralyser leur odorat et grenades assourdissantes pour les désorienter. Chloé traça un croquis sur le sol. Mon réseau rapporte que leur camp est dans une grotte au nord. Il y a une entrée principale gardée et une fissure secondaire. Léo et les autres sont sûrement au centre. Le plan était là, mais une question demeurait. Même en les rendant aveugles et sourds, dit le chef, comment pourriez-vous vous infiltrer sans être repérés? Il avait raison, ils avaient besoin d'un camouflage parfait, ils avaient besoin de magie. Cette nuit-là, Étienne quitta seul le campement en direction de la forêt toxique. Il trouva Morgane qui l'attendait, comme si elle savait qu'il viendrait. « J'ai entendu le corps, dit Morgane. Gaspard a agi plus vite que je ne le pensais. J'ai besoin de votre aide, dit directement d'Étienne. J'ai besoin d'une magie qui puisse nous dissimuler. Pourquoi devrais-je t'aider? Votre guerre n'est pas la mienne. Enfin ouais. C'est votre guerre, répliqua Étienne. Le sorcier gris empoisonne cette terre. Il a besoin des enfants pour ses rituels. S'il réussit, votre forêt deviendra cendre, vous le savez. Morgane resta silencieuse. Étienne avait raison. D'accord, je vais aider. Pas seulement pour ma forêt, mais parce que je veux voir ce que votre science et ma magie peuvent créer ensemble. Elle lui tendit une petite fiole contenant un liquide noir et visqueux. C'est de l'extrait de nuit. Appliquez-le. Il vous rendra semblable à des ombres et masquera votre odeur. Mais son effet ne dure que quelques heures. La nuit suivante, 3 ombres se détachèrent de la tribu Étienne, Chloé et Morgane. La science, la stratégie et la magie. Ils s'enduisirent du liquide noir et gluant leur forme devenant floue, comme tissée d'obscurité. Morgane les guida sans un bruit. Ils approchèrent le camp ennemi par la falaise et trouvèrent sur la fissure cachée. En dessous, le camp des loups était en pleine effervescence, célébrant leur victoire imminente. Étienne donna ses instructions. 2 bombes fumigènes pour Morgane à lancer sur les feux. Une grenade assourdissante pour Chloé à utiliser en cas de problème. Morgane murmura une incantation et les bombes fumigènes s'envolèrent doucement vers leur cible. Étienne et Chloé se faufilèrent par la fissure. À l'intérieur de la grotte sombre, ils suivirent de faibles gémissements jusqu'à une cage en bois. Léo était là, mais ils n'étaient pas seuls. Ils furent stupéfaits. Près d'une douzaine d'autres enfants, de différentes tribus, y étaient enfermés. Ils étaient tous maigres hagards et portaient une étrange marque verte sur le bras qui semblait leur aspirer la vie. « Mon Dieu !» murmura Chloé. Le sacrifice n'était qu'un mensonge. « C'est une usine, pas une prison », conclut Étienne. À ce moment, les bombes fumigènes explosèrent à l'extérieur, plongeant le camp dans un nuage de fumée noire et un chaos total. Étienne ne perdit pas une seconde et coupa les liens de la cage. Chloé fait sortir les enfants. Il aida Léo à se relever et Chloé calma les autres, les guidant vers la sortie. Ils se repliaient quand une silhouette apparut à l'entrée de la grotte. Grand maigre vêtu d'une cape grise en lambeaux. Le sorcier gris. Il ne dit rien. Il leva un bras décharné et une flèche noire se matérialisa visant Étienne. « Attention !» cria Morgane qui s'était infiltrée et poussa violemment Étienne. La flèche se planta dans l'épaule de la sorcière. Mais au lieu de saigner, la flèche se dissipa dans son corps, comme absorbée. Morgane s'effondra en gémissant. « Fuyez !» cria-t-elle. « Je vais le retenir !» Chloé n'hésita pas, tirant les enfants à travers la fissure. Étienne voulut aider Morgane, mais elle le repoussa. Il serra les dents et s'enfuit. Alors qu'il passait, il entendit le rugissement furieux du sorcier gris et une explosion magique. Ils coururent à perdre haleine. Morgane les rejoignit peu après haletante. « Vous allez bien ?» demanda Étienne. Morgane retira sa main de son épaule. Là où la flèche avait frappé, une plaque de peau grise et dure comme la pierre s'étendait. « C'est de la magie de pétrification, une ancienne malédiction » allaita-t-elle la voix faible. Elle leva vers Étienne un regard rempli d'horreur. Mais son origine, l'origine de cette magie, ne vient pas du sorcier loup. Elle prit une profonde inspiration. Elle vient de l'intérieur de votre tribu. Les paroles de Morgane furent comme un marteau. Elle vient de l'intérieur de votre tribu. Une accusation incroyable, mais la plaque de pierre sur son épaule était une preuve indéniable. Avant qu'il puisse réagir, un rugissement de fureur retentit au loin. Gaspard avait découvert leur évasion. « Il faut y aller maintenant !» cria Étienne, entraînant Chloé et les enfants. Ils coururent comme des fous, laissant Morgane se retirer seule dans la forêt toxique pour affronter la malédiction. Eux, ils devaient affronter une vérité encore plus terrible, le traître était parmi eux. Quand ils arrivèrent au camp, la tribu les accueillit avec un cri de soulagement en voyant les enfants sains et saufs. Mais la joie fut de courte durée. À l'aube, le corps de guerre du clan des loups résonna. C'était une déclaration de guerre. Une armée de loups considérable, au moins une centaine, se déploya à la lisière de la forêt, pleine de Sadki. Ils venaient se venger. La panique revint. Ils sont trop nombreux, on va tous mourir. Tous à vos postes. La voix de Chloé forte et glaciale s'éleva. Le plan d'Étienne, exécutez-le maintenant. Sous la direction d'Étienne, ils avaient transformé le terrain devant le village en un piège mortel truffé de mines artisanales.
Le lieutenant de Gaspard ricana en voyant leur faible ligne de défense. Bande de stupides rats. À l'assaut, tuez-les tous. L'armée de loups chargea le sol tremblant. Les chasseurs renards commencèrent à trembler. Lancez, cria Étienne. Quelques pierres furent lancées, semblant pathétiques. Les loups éclatèrent de rire. Mais ce n'étaient pas des pierres. C'était des grenades en céramique. Dès que le premier loup posa le pied sur une mine, boum, une explosion le projeta en l'air. La charge s'arrêta un instant stupéfaite. Mais ce n'était qu'un début. Boum, 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 boum. Une série d'explosions en chaîne déchira le champ de mine. Les loups se jetèrent droit dans le piège, leur rugissement se transformant en cris d'horreur. Le lieutenant resta figé, voyant son armée d'élite se faire déchiqueter par une magie invisible. « Repliez-vous » hurla-t-il. Mais il était trop tard. Les grenades lancées plus tôt explosèrent au milieu de la foule chaotique, créant des pluies d'éclats mortels. La formation ennemie était brisée. Du haut des miradors, les archers renards, reprenant leurs esprits, firent pleuvoir des flèches sur les survivants désorientés. Ce n'était pas une bataille, c'était un massacre. Le lieutenant blême de peur tourna les talons et s'enfuit. Les cris de victoire du clan des renards s'élevèrent. Ils avaient gagné d'une manière incroyable et leur regard vers Étienne le Sans-Queue était maintenant rempli d'une admiration digne d'un dieu de la guerre. Mais au milieu de l'euphorie, le chef chancela et s'effondra se serrant la poitrine. Il n'était pas blessé, mais son pouls était faible. Étienne souleva sa tunique. Tout le monde fut abasourdi. Sur la poitrine du chef, une marque en forme de tête de loup noir brillait d'une lueur rouge chaude comme de la braise. « Une malédiction », murmura le guérisseur. Le chef ouvrit les yeux, son regard rempli de douleur et de regret. « Je suis désolé », haleta-t-il. « C'est ma faute, tout est de ma faute. Il y a de nombreuses années, le clan des loups nous a presque anéantis. J'ai été capturé, mais alors, il est apparu. »« Lui » demanda Étienne. « Le sorcier gris », répondit le chef. Il a dit qu'il pouvait me sauver la tribu, il m'a donné le pouvoir, mais le prix à payer était la prospérité de la tribu, la malédiction du dépérissement et le résultat de ce pacte. Et j'ai dû promettre d'éliminer quiconque menacerait ses plans. Chloé était abasourdie. Alors, c'est à cause de toi. Le chef ferma les yeux, une larme coulant sur son visage. Oui. Étienne sentit un frisson. La flèche, qui a touché Morgane, c'est moi, avoua le chef, la voix brisée. Je l'ai glissé à un loup, je devais le faire. Sinon la malédiction m'aurait tué. Je ne voulais pas, mais je n'avais pas le choix. L'aveu final fut comme un coup de foudre. Le traître, c'était le chef, le père de Chloé. À cet instant, la marque sur sa poitrine s'embrasa. La peau autour commença à se dessécher, à se fissurer, comme celle de Morgane. Le serment était rompu. Le chef poussa un dernier cri de douleur, attrapa la main d'Étienne. Il arrive pour tout prendre. Sur ce, sa tête retomba. Il s'évanouit la marque, continuant de drainer sa vie. La vérité, une fois révélée, n'apporta qu'un fardeau encore plus terrible. Le chef, le père, le leader, était l'artisan du déclin de sa propre tribu. Chloé s'agenouilla près de son père en larmes. Colère, déception, pitié, elle ne savait plus. Étienne n'avait pas le temps pour les émotions. Il était face à un problème de chimie mortelle. La marque était un catalyseur pour une décomposition cellulaire. « Rentrez-le », ordonna-t-il. Guérisseur, préparez les sédatifs les plus puissants. Il releva Chloé. « J'ai besoin de toi maintenant, Chloé. Pas en tant que sa fille, mais en tant que commandante. Tu comprends ?» Ces mots étaient froids, mais c'était ceux dont elle avait besoin. Elle essuya ses larmes, sa faiblesse remplacée par une dureté effrayante. « Que devons-nous faire ?»« Se préparer, dit Étienne. La bataille n'était qu'un prélude. Gaspard reviendra avec le sorcier gris. Nous n'avons plus aucune issue. » Cette nuit-là, la plus grande réunion de l'histoire de la tribu eut lieu. Plus de divisions, plus de doutes. Seulement un ennemi commun et une volonté de survie. Il a dit qu'il viendrait pour tout prendre, dit Étienne. Son but n'est pas de nous tuer, mais de prendre ou de nous transformer. L'ère des lances et des arcs est terminée. Nous nous battrons avec le feu et l'acier, avec l'intelligence et la discipline. Nous transformerons ce village en une forteresse. Sa déclaration était folle, mais personne ne doutait de lui. Une révolution industrielle commença au cœur de la tribu. Le premier jour, Étienne redessina les défenses avec des fossés et des miradors fortifiés. Le deuxième jour, il se concentra sur la production. La forge se mit à fonctionner à plein régime, apprenant à créer un acier simple pour des pointes de flèches, capables de percer les armures de loup, et des grenades remplies d'éclats de métal. Le troisième jour, il créa un corps d'artillerie, utilisant des troncs d'arbres creux renforcés comme des canons rudimentaires. Chloé devint son bras droit, une gestionnaire et logisticienne de génie. Elle répartit les tâches, coordonna les ressources et dirigea avec une efficacité stupéfiante. La tribu entière s'était transformée en une machine de guerre. La peur s'était muée en détermination. Ils aiguisaient leurs crocs pour devenir des chasseurs. Mais pendant que la tribu était en effervescence, Étienne faisait face à un problème plus complexe. Dans la hutte médicale, le chef était toujours dans le coma. « Cette malédiction est comme une maladie qui ronge de l'intérieur », dit le guérisseur impuissant. « Ma magie ne peut que la ralentir. »
Étienne le savait. Il avait passé 2 nuits blanches à l'étudier. Ce n'était pas une simple malédiction, c'était un programme biologique encodé par la magie, un virus qui transformait les cellules vivantes en matière inorganique. Et pour créer un antidote, il avait besoin du virus lui-même. Une vérité glaçante traversa son esprit. Il avait besoin d'un échantillon biologique du sorcier gris. Son sang, ses cheveux, un morceau de sa chair. C'était une mission impossible. Il sortit de la hutte se sentant impuissant. Il pouvait construire une forteresse, mais il ne pouvait pas sauver ceux qui lui étaient proches. « Tu as l'air soucieux !» C'était Morgane. Elle était appuyée contre un arbre, le visage blafard mais les yeux perçants. La plaque de pierre sur son épaule semblait avoir cessé de s'étendre. « Comment avez-vous » s'étonna Étienne. « Ta science m'a donné plus de temps, » répondit-elle, désignant un sac de poudre de calcaire. « Je la neutralise constamment. Mais ce n'est qu'une solution temporaire. Tu as déjà trouvé un remède, n'est-ce pas? Il te manque un ingrédient. » Étienne hocha la tête. « J'ai besoin d'un échantillon biologique du sorcier gris. » « Une mission suicide, » dit Morgane. « Je sais. » Ils restèrent silencieux, partageant le même fardeau. Chloé s'approcha ayant tout entendu. Elle les regarda avec une détermination farouche. « Alors nous irons le chercher, » dit-elle d'une voix ferme. « Chloé, tu ne comprends pas, » commença Étienne. « Je comprends très bien, » l'interrompit-elle. « Mon père est là-dedans mourant. Morgane, vous avez été blessée en nous sauvant. Et toi, Étienne, tu nous as donné un but. Ma vie depuis longtemps ne m'appartient plus. » Elle s'avança entre eux. « Je ne connais rien à ta chimie ni à votre magie, mais je sais commander, je sais me battre. Laissez-moi vous ouvrir la voie. » Elle regarda Étienne, ses yeux ambrés, brûlant d'un feu puissant. « Ma vie t'appartient. » Puis elle se tourna vers Morgane. « Ma force est aussi la vôtre. » Morgane sourit un vrai sourire pour la première fois. On dirait que la petite renarde idiote a enfin grandi. Elle posa une main sur l'épaule d'Étienne. « Ma magie est aussi la tienne. » Sous le clair de lune, 3 destins, 3 pouvoirs fusionnèrent. Une alliance indestructible. Ils n'allaient pas seulement se défendre, ils allaient attaquer. À cet instant, au loin sur le sommet de la montagne, une lueur d'un ver maladif jaillit vers le ciel, déchirant la nuit. C'était un signal. La bataille finale était arrivée. La lueur verdâtre s'éteignit, laissant un silence effrayant. Le sol commença à trembler, comme si un cœur géant battait sous la vallée. Des montagnes, un cri à l'unisson régulier et glacial s'éleva. « Gaspard, Gaspard, pour le dieu loup !» Une mer de loups déferla plus nombreux, plus féroces que jamais. Dans les yeux de chaque loup brillait une faible lueur verdâtre. Ils étaient des marionnettes fanatiques. Gaspard se tenait au premier rang, son armure enveloppée de la même aura. Il leva sa hache. « Ô enfants du dieu loup !» rugit-il, sa voix amplifiée par la magie. « Leur sang arrosera la terre sainte, leur sacrifice nourrira le Tout-Puissant à l'assaut. » Le tsunami de chair et de sang déferla sur la forteresse. Sur le rempart, Étienne, le cœur battant, avait les mains fermes. À côté de lui, Chloé hurlait les derniers ordres. « Toutes les équipes d'artillerie, préparez-vous » gronda Étienne. « Visez le centre. » Les canons furent pointés. La distance se réduisait. 500 mètres, 400, 300. Ils pouvaient voir la fureur sur leur visage. « Maintenant » hurla Étienne. « Feu !» Une série d'explosions assourdissantes retentit. 10 canons tirèrent en même temps leurs boulets, creusant des sillons mortels dans les rangs ennemis. Les loups tarestéo de la première ligne furent déchiquetés. Leur fanatisme fut stoppé par une vérité indéniable face à la science, les muscles ne sont que de la chair à canon. Mais ils étaient trop nombreux. La vague suivante combla le vide. « Rechargez vite » hurla Chloé. La bataille éclata au pied du rempart. Les loups tentèrent de grimper, de briser la porte. Archer, feu à volonté. Lancier, tenez la position, ordonna Chloé, volant d'un bout à l'autre du mur comme une générale née du feu. Pendant ce temps, Morgane, le visage blafard, faisait face au sorcier gris. Il se tenait sur un promontoire marmonnant des incantations, source de pouvoir de toute l'armée. « Tu ne pourras pas l'arrêter, petite corneille » dit le sorcier. « Son ascension est inévitable. »« Alors je t'entraînerai dans la mort avec moi » répondit Morgane, lançant des vrillets d'ombre. Un duel de magie de haut niveau éclata, mais Morgane était en position de faiblesse, la malédiction sur son épaule l'affaiblissant à chaque parade. Et puis l'incantation du sorcier gris fut achevée. Il frappa son sceptre au sol. La terre derrière l'armée des loups se fissura une faille gigantesque d'où émanait une lumière verdâtre et macabre. Gaspard et ses loups s'agenouillèrent avec révérence. Du fond de la faille, quelque chose émergea lentement. Étienne, regardant du rempart, sentit son estomac se retourner. Ce n'était pas un dieu, c'était un cauchemar. Une masse de chair colossale, immonde, une fusion de pierres de bois pourries et de créatures. Des dizaines de bras difformes sortirent de son corps. Au centre, un œil unique, immense et verdâtre, rempli d'une malveillance primordiale. Le dépérissement se propageait depuis lui comme une épidémie. « Le dieu loup » balbutia un chasseur. « Non » serra les dents Étienne. « Ce n'est pas un dieu, c'est ce que Gaspard a nourri. » Le monstre rugit et une onde d'énergie psychique balaya le champ de bataille, emplissant les défenseurs d'un désespoir infini. L'armée de loups n'était qu'un mur de chair pour protéger cet atout maître.
À ce moment, Morgane, dans un dernier effort, créa une lame d'ombre qui fit une petite coupure sur la joue du sorcier gris. Une goutte de sang noir gicla tombant sur une feuille. Le sorcier furieux projeta Morgane au loin, mais elle avait atteint son but. Elle murmura une incantation et la feuille ensanglantée s'envola jusqu'à Étienne. L'échantillon était obtenu. « Chloé !» hurla Étienne. « Tenez bon, donnez-moi 5 minutes. » Il se précipita vers son laboratoire de fortune. Il mit la goutte de sang dans une solution acide, y ajouta des composés pour provoquer une décomposition contrôlée. Ses mains bougeaient avec une vitesse et une précision phénoménales. Il créa un liquide argenté, légèrement effervescent, l'antidote, ou du moins il l'espérait. Il le versa dans un obus spécial et retourna sur le rempart. La situation était désastreuse. Le monstre avançait prêt à écraser le mur. Morgane était gravement blessée. Chloé et les autres se battaient désespérément. Étienne ne les regarda pas. Il chargea lui-même l'obus dans le plus grand canon. Il n'aurait pas de seconde chance. Il ajusta le canon visant non pas l'armée, mais l'œil unique, gigantesque et maléfique du monstre. Il tira sur la corde de mise à feu. « Voyons comment votre dieu se débrouille avec un peu de chimie appliquée », rugit-il. L'obus d'argent fusa une seule traînée d'espoir au milieu d'une mer de désespoir, filant droit vers le cœur du cauchemar. Le temps sembla s'arrêter. L'obus vola une petite traînée de lumière solitaire. L'œil géant du monstre se contracta, sentant une menace d'un ordre qu'il ne comprenait pas. Il n'y eut pas d'explosion. L'obus se brisa et le liquide argenté se répandit sur l'énorme pupille. Un silence étrange s'installa, et puis la réaction commença. Un long sifflement comme du métal chaud plongé dans l'eau émana de l'œil. Des éclairs argentés parcoururent le corps bouillant du monstre. Là où ils passèrent la chair malade se mit à bouillonner et à se désintégrer en points de lumière d'un vert pur. Le monstre poussa un cri de douleur muet, transmis directement dans l'esprit de tous. Il ne comprenait pas pourquoi il était en train d'être démantelé au niveau moléculaire. Il était en train d'être neutralisé. Son corps gigantesque trembla, puis éclata en des milliards de points de lumière. Une tempête d'énergie vitale, un tsunami vert de renaissance, explosa se propageant dans toute la vallée. La vague d'énergie balaya le champ de bataille, le dépérissement recula les plantes, renaquirent. Les blessures dernières des guerriers renards se refermèrent. La fatigue disparut. Elle balaya Morgane et la plaque de pierre sur son épaule se réduisit en poussière. Elle se releva sa magie plus forte que jamais. Elle pénétra dans la hutte médicale et la marque sur la poitrine du chef disparut sa respiration, redevenant profonde. Sur son promontoire, le sorcier gris regarda la scène horrifié. Son dieu, sa grande œuvre, avait été vaincu. La magie noire se retourna contre lui. Il cracha du sang noir et s'effondra mort. En bas, Gaspard était agenouillé stupéfait. Autour de lui, ses soldats libérés de l'enchantement se regardaient avec confusion. Le fanatisme avait disparu. La guerre était terminée. Étienne glissa du haut du rempart épuisé. Étienne, Chloé et Morgane se précipitèrent pour le soutenir. Ils se regardèrent unis par le sang, la sueur et la poussière. Ils avaient affronté l'impensable et ils avaient gagné. Quelques jours plus tard, une réunion de toute la tribu fut convoquée. Le chef, complètement rétabli, se tenait devant tous avec Étienne, Chloé et Morgane à ses côtés. Il fit quelque chose que personne n'attendait. Il retira lentement sa cape de chef et posa son sceptre au sol. Il s'avança devant Étienne. « Mes frères », dit-il d'une voix forte. Pendant des années, je vous ai guidés avec la tradition et j'ai eu tort. Une nouvelle lumière est arrivée. Quelqu'un nous a montré que la vraie force réside dans la connaissance, la créativité, le courage de changer. Il se pencha et ramassa la cape. Aujourd'hui, je déclare mon abdication. Une agitation parcourut la foule. Chloé était stupéfaite. Le chef ne laissa pas l'agitation durer. Il posa solennellement la cape sur les épaules d'Étienne. L'air des anciens chefs est révolu. À partir d'aujourd'hui, la tribu des renards sera dirigée par un scientifique. Étienne était complètement surpris. Il se tourna vers Chloé, qui le regardait avec une fierté non dissimulée. Elle sourit et hocha la tête. Elle savait que c'était la bonne décision. Étienne regarda la foule. Il vit l'approbation, l'admiration, l'espoir. Il pensa à sa queue manquante. Mais maintenant, cela n'avait plus d'importance. Il ne voyait pas son défaut. Il voyait ce qu'il avait créé. Un mois plus tard, la vallée des brumes avait complètement changé. Les huttes délabrées avaient été remplacées par des maisons en bois solide, un système d'irrigation était en construction et un atelier produisait de meilleurs outils en acier. Ce n'était plus un campement, cela devenait une ville. Étienne, Chloé et Morgane se tenaient sur une colline contemplant leur œuvre. « Comment comptes-tu l'appeler » demanda Morgane. Étienne réfléchit un instant. « Nouvelle Lion » dit-il avec un sourire fugace. À ce moment, un garde arriva en courant. « Chef, un étranger souhaite vous voir, il dit qu'il vient de très loin. » Ils descendirent et virent un humain vêtu d'habits luxueux, mais déchiré. En voyant Étienne, l'homme s'agenouilla. « Pardonnez mon impudence, grand sorcier de la vallée, dit-il. Je suis le messager du royaume de l'Est. » Sorcier, Étienne fronça les sourcils. « Oui, la rumeur à votre sujet, vous qui avez créé le feu à partir de la pierre, le vin à partir de fruits sauvages et vaincu un dieu avec un éclair d'argent est parvenu jusqu'à nous. » Le messager releva la tête, le regard désespéré.
Notre princesse, le seul espoir du royaume, se meurt. Elle a été frappée par un poison incurable, une malédiction qu'aucun prêtre ni sorcier ne peut briser. Je vous en supplie, grand alchimiste, sauvez notre princesse et notre royaume. Étienne resta silencieux. Il regarda Chloé et Morgane et vit dans leurs yeux la même lueur, la curiosité, l'enthousiasme, une nouvelle aventure. Il regarda vers l'horizon lointain, vers le royaume des hommes. Ce monde était plus vaste qu'il ne le pensait, une malédiction incurable. Pour un chimiste, rien n'est insoluble. Il suffit de trouver le bon solvant.